Le monde, il fait 13,7 milliards d'années-lumière. Qu'est-ce qu'il voit? Lumière. Explosion de lumière phénoménale. Il dit que le temps commence avec la matière. S'il y a de la matière, il y a du temps. Je rigole tellement c'est bête, d'accord. Tu as remarqué que dans ton nez, tu as les narines en bas et pas en haut. Si on va se mettre à écouter les astrophysiciens, hein, alors on va commencer aussi à écouter ce corneau qui s'appelait Darwin. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Germaine Rachel Batsara Zochana Bracha de mémoire bénie. La question de Yishai. Comment le monde était créé d'après la Torah? Comment le monde est créé d'après la Torah? Comme c'est marqué dans la Torah. Oui, mais est-ce que c'est comme les goïms qui disent... Ah, est-ce que c'est comme les goïms qui disent? Oui, l'explosion. Très bien. Alors, ce que je dis là, hein, c'est pas ce qui est enseigné dans les écoles orthodoxes, parce que, comme tu vois, ce que je dis est vrai mais compliqué. Alors, je ne sais pas si on peut enseigner ça aux enfants. Donc, on enseigne aux enfants ce qui est écrit dans la Torah, et ça suffit. Mais ça correspond tout à fait à ce que disaient les goïms. D'abord, il faut savoir que jusqu'il n'y a pas longtemps, 1965, j'avais 5 ans, tous les scientifiques étaient convaincus de la théorie grecque qui dit que le monde a toujours existé. Et un juif, pas un religieux, un grand scientifique, j'ai oublié son nom, il a commencé à montrer à Einstein que non, il y a des preuves comme quoi il y a eu un début. Et Einstein n'a même pas voulu l'écouter. Quelques années plus tard, il est revenu à la charge et il est venu vous m'agacer avec vos histoires. D'accord? Comme ça, Einstein a voulu dire. Il n'a pas voulu croire en aucun cas que le monde a été créé. Pour te dire, il n'y a pas longtemps, j'étais encore vivant à cette époque-là. D'accord? Einstein, c'est un grand savant. Il a reçu le prix du plus grand homme du XXe siècle. D'accord? Pauvre type. D'accord? Et lui, il ne croyait pas à la création. Ça ne marchait pas. Donc on l'a prouvé avec les chiffres, il a dit, vous m'agacez. Il n'a pas pu accepter un truc pareil. Pourquoi? Parce que s'il y a toujours eu, alors il n'y a pas de Dieu, mais s'il n'y avait pas, tout coup il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'immense majorité des scientifiques honnêtes, astrophysiciens, disent qu'il y a une force créatrice. Forcément, ils ne vont pas dire Dieu. Il y a quelques années, ils ont réussi à photographier une photographie du monde vers ses débuts. Comment on fait pour photographier le monde à ses débuts? C'était il y a environ 13 milliards d'années. Comment on fait pour photographier une chose pareille? Alors j'expliquais maintenant une chose qui nous servira aussi pour la suite des opérations. Quand il y a un éclair, je ne sais pas si j'arrive à répondre à toutes les questions en un cours, hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Quand tu es dans ton lit la nuit, tu vois un éclair. Après quelques secondes, tu entends le tonnerre. Tu peux savoir à quelle distance était l'éclair. Parce que le son se déplace à une vitesse, je me souviens bien, c'est 345 mètres à la seconde. C'est rien. C'est très très lent. La lumière, elle se déplace à 300 000 km à la seconde. C'est la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la Lune. Une fois, j'étais en vacances avec ma famille dans le Galil. On voyait, au loin, on voyait le Golan. Le Golan, c'est une région très militarisée, c'est la frontière syrienne là-bas, et moi j'ai fait beaucoup d'entraînements là-bas. Du coup, je vois des explosions, d'accord, je connais, on va comme ça, c'est des entraînements de temps, etc. Alors j'ai dit à mes enfants, dans quelques secondes, on va entendre un grand boum. Du coup, boum. Ils m'ont regardé comme si j'étais un baba, d'accord, Ruach HaKodesh. Et donc ils ont dit boum. Dans 3 secondes, de nouveau, boum, d'accord. Comment je sais? Parce que je vois, et je calcule la distance environ, je sais combien de temps ça prendra environ. Tu fais, si c'est à 20 km, et donc tu fais 20, ça fait 3 environ, ça fait presque 1 minute pour que le son il arrive, d'accord? Donc, tu peux calculer, tu sais que le son va arriver vu que tu l'as vu, comme l'éclair, d'accord? Quelqu'un voit un éclair, c'est dans quelques secondes, il y aura un tonnerre, c'est pas Ruach HaKodesh. Donc en fait, il y a un déplacement de la lumière. 300 000 km en 1 seconde. Parce que si moi je me gratte le nez maintenant, et quelqu'un il est sur une étoile qui est environ à 100 années-lumière, c'est pas beaucoup, hein. Je crois qu'il n'y a aucune étoile qui est aussi proche de nous. 100 années-lumière.
D'accord? Alors maintenant, la lumière du photon, la lumière de la lumière du fluorescent, elle envoie des photons qui vont ricocher sur mon nez quand je me le gratte, et l'image, elle part dans le ciel. Quelqu'un qui vivra dans 100 ans, sur la planète là-bas, il regarde maintenant la Yeshiva Ishot Yosef, il me voit en train de me gratter le nez. Si on prend maintenant quelqu'un qui va être sur une étoile qui est très proche, les étoiles, normalement, elles se trouvent à des milliers, voire des dizaines de milliers, et des fois des milliards d'années-lumière. Le monde, il fait 13,7 milliards années-lumière. 13,7 milliards années-lumière. Aucun être humain ne peut imaginer, on connaît le chiffre, mais personne ne peut imaginer ça. Voir en image, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand pour qu'on puisse imaginer. Donc quelqu'un qui est vraiment sur une étoile qui est très très proche, on va dire à 3335 ans d'ici. Il regarde maintenant avec les jumelles, la télescope, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu en train d'ouvrir la mer. Il voit Pharaon qui le poursuit. Maintenant, il voit ça, maintenant que je te parle, sur une planète qui est toute proche. Parce que l'image, elle est partie il y a 3335 ans dans l'univers, elle avance, et elle touche maintenant sa rétine à lui, parce que ça a pris 3335 ans d'arriver sur son étoile. D'accord? Aujourd'hui, on a des télescopes qui peuvent arriver tellement loin, qui voient le monde comme il était il y a 10 milliards d'années, ou je crois même plus, on peut arriver à 11, 12, 13 milliards d'années. C'est à l'époque de la création du monde. Enfin, c'est un peu après, c'est 2 milliards après environ, 1 milliard 700 000, 1 milliard, 1,7, d'accord, après la création du monde. Donc on voit une image du monde. Et ils ont montré ça il y a quelques années, c'était il y a 3-4 ans, je pense, dans un grand colloque avec quelques centaines d'astrophysiciens. Les gens qui ont montré ça, ils ont dit c'est le visage de Dieu. Il y en a quelques-uns qui sont levés, ils ont quitté la salle. Ils ne pouvaient pas supporter qu'on dise une chose pareille. Mais la majorité sont restés. D'accord? Parce que s'il n'y a pas eu, et il y a eu, comment ça se fait? Il ne peut pas y avoir rien. Il n'y a rien tout coup il y a. C'est quand même bizarre. D'accord? Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, la théorie actuelle, comment on sait que c'est vrai d'abord ça? J'ai dit 1960. Qu'est-ce qui se passait en 1965, que tout à coup, ils ont tous accepté? Il y avait 2 employé de la compagnie de téléphone anglaise Bell. Un qui s'appelait Wilson et l'un, j'ai oublié son prénom, le pauvre, d'accord? Et ils avaient leur radar pour recevoir une émission de téléphone, d'accord? Et ils entendent un bruit. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Chaque fois qu'ils mettent le radar dans la maçon qu'ils mettent comme ça, toujours il y avait ce bruit de fond qui dérangeait. Bon, ils ont fait des enquêtes, à la fin ils ont compris, c'est l'onde de choc du Big Bang. Le Big Bang, donc ce qu'on dit en hébreu, un Patsa Gadol, le monde a commencé comme ça. Il y a des traces dans l'univers encore de cela. D'accord? Si tu cries ah, le son il part. Alors Big Bang, il part, il est encore dans le monde, il tourne encore. Dès lors, c'est complètement connu, on le sait, c'est comme ça. Il y a eu ce Big Bang. Alors qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Le Big Bang, c'est que à la base, il y avait quand j'étais jeune à l'école, on m'a dit une boule de ping-pong. Mais après, ils ont dit une boule minuscule qui contenait toute la matière du monde. C'est même pas de la matière, à l'époque, on appelait ça du magma. Elle contenait tout. Tout est là-dedans. Donc, elle pèse combien? Elle a une masse de l'univers entier. D'accord? Si tu pèses toi et moi, tu pèses tout le monde entier, ça fera le poids de la petite boule. D'accord? Et on sait que lorsqu'on presse de la matière ensemble, qu'est-ce que ça provoque? De la chaleur. Comment toutes nos voitures fonctionnent, à part les nouvelles voitures qui sont électriques, d'accord? Il y a j'oublie comment on appelle, dans le moteur, tu as le piston qui est dans la... Tu as un piston, d'accord? Le piston, il va comprimer de l'air, et à ce moment-là, il y a une injection d'essence. Vu que l'air, quand on le comprime, il chauffe, ça fait une explosion, boum, ça pousse le piston, ça fait tourner la roue qui revient comme ça, d'accord? Tu peux arriver à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 tours minutes. C'est comme ça que fonctionnent les voitures à essence. Quand il y a une pression, ça chauffe. Alors quand tu as maintenant une petite boule qui a toute la matière du monde, ben une pression énorme, donc ça chauffe énormément. Je me souviens du type, je crois que c'était 10 puissance 19 degrés. 1 milliard, 2 milliards, fois encore 1 ou 2, 10 ou 100, d'accord, la température de la petite boule. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans une pression pareille, ça va éclater. Elle éclate.
à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'on voit? Si on prend quelqu'un, on prend un journaliste de Science et Vie, je ne connais pas, c'est une revue de science très connue en France, et on le fait remonter dans le temps, et on dit tu vas aller maintenant observer la création du monde. Lui voit le Big Bang. Qu'est-ce qu'il voit? Lumière. Explosion de lumière phénoménale. La Torah dit Yehi Or. Dieu dit qui est lumière? Vayehi Or, et il y a eu lumière. Ça commence exactement comme ça. C'est exactement ça. Et depuis, le monde est en expansion à la vitesse de la lumière. Encore actuellement, le monde est en train de grandir à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc ça correspond tout à fait à ce que dit la Torah. Qu'il n'y a pas eu, et il y a eu, et il y a une création, ça commence par une explosion de lumière. Pardon? Alors, les années. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 13,7 milliards d'années. Vu que le monde fait 13,7 milliards d'années-lumière, donc on connaît la date du Big Bang, 13,7 milliards. La Torah dit 5783, bientôt 84. Qui a raison? La Torah, bien sûr. Mais les scientifiques qui disent pas ça, on voit très bien, c'est pas possible. La réponse est extrêmement simple. Quelqu'un prend l'avion Leicester pour partir d'Israël à Paris. Et dans l'avion, une hôtesse lui verse un café. D'accord? À ce moment, il est en train de passer au-dessus de la Grèce. Et là-bas, il y a un petit amateur d'astronomie qui, avec son télescope, il va regarder Saturne, et au milieu, il voit maintenant l'avion qui passe, et il voit le jeune homme en train de boire son café. D'accord? Alors, à quelle vitesse l'hôtesse a-t-elle versé le café dans le verre du passager de El Al? Allez, du 3 km/h. Hein. Si tu verses un café plus vite que 3 km/h, ça ricochette dans le visage du passager, ça fait une plainte, etc. Bon, 3 km/h. Le passionné d'astronomie grecque, il voit le café passer à quelle vitesse? 900 km/h. Alors, la question se pose, le café, je ne comprends pas, il fait du 3 km/h ou il fait du 900 km/h? Réponse, c'est relatif. Pour celui qui est en bas et voit l'avion passer, c'est 900 km/h. Celui qui est dans l'avion, c'est 3 km/h. Comme nous tous, on roule en voiture, d'accord? Tu passes un bonbon à quelqu'un, à quelle vitesse? Et, pourtant, tu fais du 150 km/h dans ta Ferrari, d'accord? C'est une chose évidente. On appelle ça la relativité mécanique. Einstein a dit il n'y a pas non seulement la relativité mécanique, mais aussi la relativité générale. Qu'est-ce que c'est? Lui dit que, comme dit le Ramban dans le deuxième verset de la Torah, sur la peine de le voir, c'est très beau, Narmanide, il dit que le temps commence avec la matière. S'il y a de la matière, il y a du temps. Il ne dit pas ça à Einstein, que le temps commence avec la matière, parce que pour lui, le monde a toujours existé, ce pauvre type, comme je l'ai dit, d'accord? Mais il est d'accord qu'il dit qu'il y a une relation entre le temps et la matière. Et l'exemple très connu qu'a donné Longjumin, c'était un élève de Einstein, qui dit que si on a deux frères jumeaux qui ont le même âge, les deux aujourd'hui, ils ont 20 ans leur anniversaire, Mazal Tov, ils reçoivent en cadeau une montre Rolex, c'est des très bonnes montres suisses, et un des deux, le fils aîné, reçoit un surplus, et il reçoit comme cadeau pouvoir partir 24 heures dans un voyage dans l'espace, dans une navette spatiale. Navette spatiale qui est très rapide. Elle va à une vitesse qui voisine la vitesse de la lumière. Ça n'existe pas un truc pareil, mais on parle maintenant au niveau conceptuel. Alors, le frère jumeau aîné part dans la navette spatiale, bye bye les amis, je reviens dans 24 heures, don't worry, tout ira bien. Il part, et il vit 24 heures. Il revient sur Terre, il a 20 ans et 24 heures. En attendant, sur Terre sont passés 1000 ans. Son frère jumeau est mort et la montre Rolex garantie anti-rouille rouillée. Comment ça se fait? Un, il vit 24 heures, l'autre, il vit 20 ans. Einstein dit oui, c'est très simple. Parce que dans la navette spatiale, tu voles à une vitesse voisine dans celle de la lumière et il y a une corrélation entre la vitesse et le temps. Il y a aussi une corrélation entre la gravité et le temps. J'en ai parlé l'autre jour, d'accord? On sait que dans l'univers, il y a des trous noirs. C'est quoi les trous noirs? C'est des planètes qui sont tellement grosses, qu'elles attirent tout ce qui est autour d'elles dans un rayon de quelques millions, je ne sais pas, ou de millions, je pense, d'années-lumière. Tout est avalé. Hein? Si je prends maintenant
ce mouchoir et je le lâche. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Pourquoi il tombe? On a 4 lois de base de la nature. La première loi, c'est la loi de la gravité, Newton, d'accord? Une masse, c'est pas parce que le centre de la Terre, il y a un aimant ou ça attire, c'est parce qu'il y a la masse de la Terre. Elle attire la masse du mouchoir. Le mouchoir aussi, il attire la Terre, mais très très peu, d'accord? Le mouchoir, il n'a pas une grosse masse. La Terre a une plus grosse masse. Plus la masse, elle est grosse, plus c'est la Terre. Plus elle attire sur le Soleil, d'accord? Nous tous, on pèse 1000 kilos au moins, d'accord? On ne peut pas lever la main tellement on est attiré par le Soleil, donc on est trop lourd, d'accord? Une femme qui pèse 150 kilos, si elle va se peser sur la Lune, elle est très contente, elle pèse que 30 kilos, je pense, d'accord? Parce que la Lune est plus petite, donc elle attire moins, donc elle pèse moins. Dans les trous noirs, la planète, elle est tellement grosse qu'elle attire vers elle très fort même tout ce qu'il y a autour d'elle sur des millions de kilomètres, et même la lumière. La lumière, parce que c'est un soleil incandescent, cette planète-là. Mais la lumière veut sortir. Maintenant, la force d'échappement des photons, des particules de lumière, elle est plus petite que la force d'attraction de la gravité. Donc, quand on regarde dans un télescope, on voit cette planète, c'est tout noir. Un bon ami à moi, qui est un astrophysicien, il y a 30 ans, il m'a raconté ça, il m'a dit, on pense que dans ces planètes, le temps s'arrête. Ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Mais on voit donc qu'il y a une corrélation entre la masse et le temps, entre la vitesse et le temps. Encore une chose, les astrophysiciens disent, si tu prends maintenant un bâton qui fait 1 mètre, tu mets dans une navette spatiale qui va à une vitesse qui voisine celle de la lumière, le bâton ne fait plus qu'un demi-mètre. Pas parce qu'il y a un frottement avec le vent dehors, rien du tout. Il est dans le salon de la navette spatiale, d'accord? Mais le bâton, il fait plus qu'un demi-mètre. Ça veut dire que le monde physique que nous connaissons, c'est ici sur Terre, il y a les conditions qu'on connaît. Mais tu vas changer les conditions de masse, de vitesse et autres, ça va changer le temps. Dès lors, je pose la question. On reprend notre journaliste de Sciences et Vie qui va maintenant à la création. On lui fait une petite estrade sur l'épaule du bon Dieu et il est maintenant avec son chronomètre et il voit le Big Bang. Il voit le Big Bang, comme ça part et dans le monde entier. Très bien. Après, ça fait une soupe de particules élémentaires. Je t'expliquerai un peu si tu veux pas comment le monde s'est créé, d'accord? Comme la Torah le dit. Et il revient après 24 heures, il prend son petit papier, il revient ici au XXIe siècle, il va à la rédaction de Sciences et Vie, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et les spécialistes là-bas disent, ah, mais tu racontes des histoires. Ça en 24 heures, nous on voit dans le télescope, ce que tu me racontes que ça durait 24 heures, ça a duré 3 milliards d'années. Qui a raison? Et ceux qu'on voit dans le télescope, ils ont tort? Parce qu'ils sont loin, ils voient mal, ils voient très bien, ils ont des gros télescopes. Ils disent, non, on peut calculer. Tout ce que tu m'as dit, ça a pris 3 milliards d'années. Elle lui dit, j'étais là-bas, c'était 24 heures. Alors, comme le café. Un, il dit, c'est 900 km à l'heure, parce qu'il est sur le sol de la Grèce. Un, il dit, c'est 3 km à l'heure, parce qu'il est dans l'avion. Le type, le jumeau qui est dans la navette spatiale, pour lui, c'est 24 heures. Celui qui est assis sur Terre, c'est 1000 ans. Quand tu vois un Big Bang, et tu es sur place, d'accord? Tu as la matière du monde entier. Si dans un trou noir, le temps s'arrête, alors dans un Big Bang, qu'est-ce qui se passe? Forcément, l'échelle du temps que tu as sur place, elle est différente de l'échelle du temps que tu as ici sur Terre, dans ta petite planète. D'accord? Ça n'a rien à voir. Et tu as une explosion et tout va à la vitesse de la lumière, de tous les côtés. Toi, ton chronomètre, ce qu'il calcule, c'est vrai, mais c'est vrai pour celui qui est sur place. Celui qui est ici et qui voit ça depuis loin, 13 milliards d'années plus tard, il voit ça et il dit non, c'est un autre temps. Le temps, il est différent par rapport à l'endroit, par rapport aux conditions dans lesquelles tu es. Donc les deux sont vrais. Ce que les scientifiques disent, 13,7 milliards d'années, c'est vrai. Ce que dit la Torah, c'est en 6 jours, c'est vrai. Mais tout dépend de quel référentiel tu parles. Dieu, il parle référentiel vrai, il était sur place là-bas. Quand j'étais sur place, venez, amenez vos journalistes, regardez ce qui s'est passé sur place, vous verrez que c'était vraiment 6 jours, pas plus, de 24 heures. Pas comme les gens qui disent non, chaque jour, ça va des milliards d'années, des trucs, des ch'touillottes, d'accord, c'était 24 heures. Il fut soir, il fut matin, un jour, il fut soir, il fut matin, 2 jours. Il raconte des histoires, 1 milliard d'années entre les deux, c'est un jour de 24 heures. Mais pour celui qui est là-bas. Nous, quand on observe ça maintenant des milliards d'années plus tard, alors on le voit en tant que milliards d'années. Et les deux sont vrais. Le vrai problème pour lequel on n'enseigne pas cela, d'abord, c'est un peu compliqué à aller raconter des enfants des choses pareilles. Et deuxièmement, c'est que si on va se mettre à écouter les astrophysiciens, alors on va commencer aussi à écouter ce corneau qui s'appelait Darwin. D'accord? Darwin,
c'est un pauvre type qui a voulu ôter Dieu de la science, dire le monde n'est pas créé, et par évolution, je rigole tellement c'est bête, d'accord, par évolution, deux enzymes se sont rencontrées un beau jour, deux molécules, tac, ça fait un monocellulaire, qui a fait un protocellulaire, qui a fait un petit tétard, après un petit poisson, le petit poisson il est monté sur la terre, il a fait une tortue, le tortue il a des ailes qui ont commencé, et ça fait, et un beau jour, l'être humain il est né, d'accord. C'est des bêtises totales. Plus on avance, plus on voit qu'il y a énormément d'objections à cette théorie. D'abord, il leur manque ce qui s'appelle le chaînon manquant. Même si on va dire que depuis le petit tétard, ils sont arrivés à un singe, comment tu passes du singe à l'homme? Il n'y a aucune trace de squelette où on a cru chaque 10 ans, ils avaient un nouveau squelette. Un temps, c'était comment ça s'appelait là? C'est la chanson des Beatles, c'est Lucy, d'accord, Lucy in the Sky with Diamond, LSD. Après, c'était l'Homo erectus. Après, c'était toutes sortes de, certains. Ils ont un nouveau squelette qui est celui qui est le chaînon manquant entre les deux. Tout l'autre, ça marche pas. Il n'y en a pas. On n'a pas trouvé. Ensuite, Darwin lui-même disait ma théorie ne peut pas résister. Elle a une objection, c'est l'œil. L'œil. Et il vivait combien? Il y a 150 ans, Darwin, d'accord? Qu'est-ce qu'on connaissait encore de la sophistication du corps humain? On ne connaissait rien, mais lui, au moins, il n'a reconnu que l'œil. Dans l'œil, il y a des millions de cellules. Maintenant, comment ça se fait que par hasard, quelques millions de cellules ont décidé d'abord de devenir photosensibles? Elles sont sensibles à la lumière. Puis après, elles sont mises ensemble, elles ont créé comme ça une sorte de grand rond, d'accord, vide à l'extérieur, avec les photosensibles d'un côté, le reste, et un trou à l'autre bout, la lumière, pour arriver à un truc pareil, d'accord, c'est complètement impossible. C'est impossible que par hasard, comme ça se fait. Impossible. Darwin le dit. Alors, mon cher ami, il vient d'où cet œil? On appelle ça induction. C'est-à-dire que forcément, s'il y a une raison, une volonté que ça aille dans cette direction, ça s'appelle la nature, d'accord? La nature chez nous, c'est Elohim. Elohim, valeur numérique, Hateva, la nature. Dieu a voulu, et c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a dans la Torah, dans la création, il y a une évolution. On commence par les végétaux, puis après il y a les animaux, etc., les volatiles, machin. Il y a aussi des espèces qui sont entre les deux. Il y a aussi des espèces qui sont entre les deux. Le Malbim, il explique. La différence qu'il y a entre nous et Darwin, c'est que Darwin dit chaque espèce, elle est le fruit du hasard d'une progression de l'espèce passée. D'accord? L'espèce passée, elle a progressé. Ceux qui n'ont pas réussi à progresser, ils ont disparu. Et ça fait que c'est naturel. Et ça fait que pour nous, on est arrivé à l'être humain. Ça ne tient pas la route. Qu'on a expliqué, c'est impossible. Parce qu'il y a trop de détails complètement extraordinaires. Je vais en citer un. Ne serait-ce que un. D'accord? Bientôt. Donc, nous, on dit, on veut bien qu'il y ait une progression. Mais ce n'est pas que une partie, par hasard, a donné l'autre. Dieu a créé une partie, puis après il a créé une autre, et c'est Dieu qui a créé chaque étape plus sophistiquée pour arriver à l'être humain. À propos du temps aussi, il faut dire une chose. On va retrouver maintenant, quand je dis que le temps des jours de création était différent du nôtre, il y a un moment dans la création où le temps de la création devient comme le nôtre. C'est quand? C'est lorsque le premier homme a été créé vendredi, la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 38, dit qu'est-ce qui s'est passé à chaque heure. Premier heure, Dieu il a pris tout l'argile pour la création de l'homme. Après, il a fait le tronc. Après, il a fait les membres. Après, il a insufflé l'âme. Après, il a mis debout. Après, il est devenu intelligent. Il a donné le nom aux animaux, etc. D'accord? La Gemara raconte chaque heure qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, au moment où l'homme est devenu déjà intelligent, il a vu la nouvelle lune. C'était Rosh Hashanah. C'est le premier jour du premier mois de la première année. D'accord? Rosh Hashanah de l'année 1. Maintenant, pour qu'on puisse voir la nouvelle lune, il faut que ce soit 6 heures après le moment de la vraie nouvelle lune. C'est quoi la nouvelle lune? C'est le moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre. On ne voit rien à ce moment-là. Il faut que la lune bouge un peu, ça prend 6 heures, et là on commence à voir un petit filament. D'accord? Donc pour que le premier homme puisse voir la nouvelle lune, il fallait que la lune commence à fonctionner 6 heures auparavant. On connaît ce moment. Chazal dévoilé, c'était le vendredi, Yud Dalet, 14 heures depuis le début de la journée, depuis le début de la nuit, jeudi soir. 12 heures de la nuit, 2 heures du jour, environ 9 heures du matin. Là, le temps commence à être le même temps que le nôtre. Et nous, on compte les nouvelles années depuis ce moment-là. Ça s'appelle ça Viad. Vav, c'est 6, Yad, c'est 14 heures. C'est depuis ce moment-là que ça commence.
Dès ce moment, le temps de notre Terre n'a pas changé. C'est le même temps. Donc, il y a un problème. Si maintenant je trouve un dinosaure, et je calcule maintenant qu'il date d'il y a 1 million d'années, c'est un problème parce que la Terre, le dinosaure, ça se peut que c'est encore avant. Ok, je trouve maintenant un être humain. D'accord, un être humain, ce petit nonos d'être humain, il date d'il y a 1 million d'années. C'est un problème parce que le premier homme était créé vendredi et après le temps commençait à devenir normal. D'accord? La réponse, c'est le déluge. Dans le déluge, c'est écrit très clairement que Dieu a changé la réalité cosmique du monde. Il a enlevé certaines étoiles et ça a provoqué le déluge et tout le système cosmique s'est arrêté. Donc si maintenant j'ai une année où le temps n'est pas le même que le nôtre parce que les conditions physiques ont changé, donc je peux dire que tout le milliard d'années qui nous manque dans le compte, ou le million d'années dans le compte des morceaux archéologiques de Nonos qu'on ressort, c'est à cause du déluge. D'accord? Et là, ça règle donc tous les problèmes. Je donne un seul exemple pour finir avec cela, parce que je peux encore continuer beaucoup, mais il y a beaucoup à dire. Ça fait une trentaine d'années, peut-être plus, que j'ai ce papier dans mon bureau, d'accord, d'un astrophysicien vietnamien, Trinh Xuyen Tran, si je me souviens bien, comme ça qu'il s'appelle, qui dit qu'il est évident qu'il y a un Dieu à la création. Et donne là-bas quelques petits exemples de détails dans la création du monde, que c'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Alors je ne me souviens plus de tout. Il en donne un qui est assez stupéfiant, parmi d'autres. Et c'est un parmi des milliers. Chaque fois, donc, il faut rajouter ça dans le calcul, tu verras qu'au bout d'un moment, c'est impossible. D'ailleurs, dernièrement, on m'a encore écrit qu'une série de grands scientifiques, quelques centaines d'astronomes, d'astrophysiciens ont dit qu'il est impossible que le monde ait été fait comme ça par hasard. Forcément, il y a une force créatrice. Mais ce n'est pas à la mode. Au niveau des médias, ce n'est pas trop diffusé parce que c'est très embêtant. Si Dieu existe, alors je ne peux plus m'amuser avec les filles comme je veux, d'accord? Tu l'as vu un peu, la jeune fille, comme ça, tu me dis que c'est interdit. Dieu n'existe pas, d'accord? C'est beaucoup plus facile d'agir ainsi. Pas pour longtemps, très bientôt, tout le monde verra la vérité. Bezrat Hashem. Que dit Trinh Xuyen Tran? Il dit, un peu d'astrophysique, je m'excuse, ce n'est pas un cours de Torah, mais c'est pour comprendre que la Torah, elle est vraie, d'accord? Vous me direz d'où je sais tout ça? Dans les toilettes, d'accord? Dans les toilettes, je lisais un temps des bouquins d'astrophysique, c'est passionnant. Lorsqu'il y a le Big Bang, il n'y avait pas encore de matière, il y avait du magma. Attends, tout le magma, il s'est diffusé dans le monde entier, dans l'univers entier, d'accord? Il y a eu ce qu'on appelle, ce que l'astrophysicien appelle la soupe de particules élémentaires. Il y avait dans l'espace une particule, puis quelques 10 000 km de là-bas, une autre particule, comme ça, partout. Au bout d'un moment, les particules, grâce à la force de gravité Newton, sont commencées à se rapprocher. Une particule, je vous dis, mon mouchoir, il attire aussi, d'accord? Deux particules se sont arrêtées, tic. Ils ont fait 3, 4, 5, ils ont commencé à créer une molécule. Pas une molécule, pardon, des atomes. Après les atomes, des molécules. Après les molécules, des cellules. Et ça fait les étoiles, ça fait le monde qu'on connaît. Maintenant, Trinh Xuyen Tran, il dit qu'il faut qu'il y ait, dans cette soupe de particules élémentaires, il faut que ce soit une soupe qui ne soit pas trop liquide. Parce que si j'ai une particule élémentaire ici, puis une autre à 1 million d'années-lumière, elle ne peut pas s'attirer. Donc on serait resté à l'état de particules élémentaires pour toujours. Il ne faut pas non plus que cette soupe de particules soit trop épaisse. Si les particules élémentaires sont trop proches, il faut se rapprocher. Puis au bout d'un moment, tout va se rapprocher, puis on aura un Big Bang, après un Big Crunch. Tout revient, comme ça, Big Crunch, tout revient dans la petite boule. Donc il faut un équilibre très très fin, que ce soit ni trop loin, ni trop proche. Et il dit un équilibre équivalent à quoi? Il dit à la chance qu'aurait un archer de tirer une flèche dans une cible qui fait 1 cm carré de côté. Tu as fait du tir à l'arc dans ta vie? Ah, c'est ça ce qui est intéressant, la distance. Si c'est à 1 mètre, je vise bien, je peux mettre dans 1 cm. À 10 mètres, il faut déjà être un très bon archer, d'accord, pour arriver à mettre dans la cible. Lui, il dit, c'est la chance qu'aurait un archer de mettre une flèche dans une cible qui fait 1 cm carré de côté, que l'archer se trouve à un bout du monde, et la flèche est envoyée sur 13,7 milliards d'années-lumière, et bing, du premier coup, tombe dans la cible qui fait 1 cm de côté, carré de côté. C'est possible. Il y a une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards. J'en ai encore demain matin, j'ai 2 milliards de milliards de milliards. D'accord? Impossible. Ça, c'est un détail. Un détail, il en met la main plusieurs. Et après, tu continues sur tout. Darwin a dit l'œil. Mais laisse tomber l'œil, regarde l'oreille, regarde la bouche, regarde les dents, regarde. C'est tellement complexe, un être humain. Extraordinaire comment ça marche.
par hasard, des cellules se sont mises comme ça. D'accord? Tu as remarqué que dans ton nez, tu as les narines en bas et pas en haut? Parce que les cellules ont été intelligentes par hasard, elles se sont dit, si on se met en haut comme ça, quand il va pleuvoir, on ne pourra plus respirer, alors ils ont mis ça en bas. C'était vachement intelligent, les cellules, d'accord? Mais il faut arrêter, c'est pas possible ce truc-là. C'est impossible, c'est une blague, d'accord? Voilà. En cela, on voit qu'il y a une correspondance totale entre la Torah et la science. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.